Jusqu'où peut aller l'appât du gain et l'opportunisme d'un homme qui ne vit plus que dans une simulation ? Une vie alternative créée de toutes pièces, à coups de mensonges et de fausses identités. À l'aube de l'année 1936, le corps d'un petit garçon de 5 ans est retrouvé dans un fossé en région parisienne. Le compte à rebours est lancé. Il faudra aux enquêteurs 8 mois pour y apposer un nom. Je suis Camille Debreuil et vous écoutez Un nouveau crime oublié. Nous sommes le 1er janvier 1936. C'est le premier matin de l'année et même la région parisienne est encore endormie. Seules quelques voitures viennent casser le silence ambiant. C'est un hiver glacial et la chaussée est glissante car il tombe une pluie dense. Malgré ça, le père Jarzalé, 67 ans, bien sonné, marche comme chaque dimanche matin. Il quitte à l'aube sa maisonnette de la rue des Basses-Bièvres, située dans la commune d'Antony, près de Paris. Il part pour 13 km, parapluie au bras, sur la longue route qui mène à Villeneuve-Saint-Georges, où réside sa fille. Sur son chemin, il passe chaque semaine par les mêmes étapes clés, la ville de Fresnes, le carrefour de la Belle Épine, où s'élève aujourd'hui un centre commercial, Orly et la Faisanderie. Il coupe, comme d'habitude, par la nationale 186. À hauteur du cimetière de Fresnes, une tache noire sur le macadam attire son regard au loin. Il pense d'abord à un animal mort, mais en se rapprochant, il peut attraper une pèlerine d'enfant, une sorte de petite cape. Le vêtement est en bon état, et sur l'étiquette du col, il remarque de suite, écrit d'une écriture penchée et maladroite, « Plouhinec ». Le père Jarzalé plie l'habit et continue sa route. 3 kilomètres plus loin, tout proche du carrefour de la Belle Épine, il commence à fatiguer de sa marche difficile, sous une pluie battante qui plus est. Il s'arrête sur le bas-côté, s'approche un peu plus du fossé qui borde la nationale. En levant les yeux vers le champ voisin, il fait une terrible découverte. Le corps nu d'un enfant gît là, sur la pente herbeuse. La tête est dissimulée sous un lainage gris, mais il voit nettement un petit corps maigre, marbré de taches rosées, ses mains blanches boursouflées et ses jambes violacées. Il est recroquevillé en chien de fusil. L'homme s'approche et soulève le linge. Il est horrifié en constatant qu'il s'agit bien d'un enfant, 5 ou 6 ans peut-être, qu'il porte une large échymose rougie sous l'œil droit. Dans un réflexe, il jette la petite cape trouvée plus tôt sur le corps et s'éloigne en courant. Au carrefour voisin, il entre dans la gendarmerie. Le père Jarzalé trouve à la gendarmerie le maréchal des logis, le chef Bigot et 2 de ses hommes en service en ce 1er janvier. Très rapidement, ils se rendent sur place et constatent qu'il n'y a à proximité aucune trace de lutte. À une quinzaine de mètres du petit corps, des détritus s'amoncellent, mais rien de plus. La police, elle, arrive à 9h, en même temps que les hommes du parquet. Monsieur Guillaume, le commissaire divisionnaire, prend les choses en main. Comme ils n'ont rien d'autre, ils s'intéressent au cadavre. Le décès remonte à 5 ou 6 jours, au moins. Sur le corps, ils notent des marques évidentes de coups, à la joue droite, à l'épaule, au bas-ventre et sur la hanche droite. Les mains et les pieds sont tout gonflés, saponifiés comme disent les médecins légistes, typiques des corps qui ont séjourné dans l'eau ou dans des endroits très humides. Les cheveux sont mouillés, mais pas étonnants vu la météo. Les premières conclusions des enquêteurs sont très rapides. Une brute ou un rôdeur a dû tomber sur le petit, le rouer de coups et dissimuler le corps dans une buanderie, dans un bidon d'eau ou simplement sous la terre, en attendant de pouvoir s'en débarrasser là, sur le bord de la nationale 186. Les enquêteurs de la gendarmerie et de la police de Choisy se contentent de soulever une paupière, de noter la couleur des yeux, marron, puis de recouvrir le corps en attendant le médecin légiste, le docteur Paul. En attendant, ils commencent une enquête de voisinage. L'enfant n'a sûrement pas été tué sur le bord de cette route très fréquentée. Peut-être a-t-il disparu dans l'une des villes alentours, Fresnes, Rungis ou Choisy-le-Roi. Il y a meilleure façon de démarrer l'année que de voir débarquer les commissaires devant sa porte, mais les locaux sont catégoriques, ils n'ont rien vu, rien entendu non plus. Ils fêtaient la nouvelle année pour la plupart, se sont pourtant couchés tard, mais rien. Une seule certitude ressort de ces interrogatoires préliminaires, le corps de l'enfant n'était pas là la veille, on l'aurait vu, c'est sûr. À 11h, la paperasse se mêle de l'enquête et le juge d'instruction Pagès dresse le premier procès verbal.
Le docteur Paul ne peut que conclure que l'enfant n'est pas mort de mort naturelle. Il est nu, on l'a donc dévêtu avant de s'en débarrasser. La pèlerine retrouvée plus tôt par le marcheur était-elle à lui ? Il y avait bien un nom inscrit dessus, Plouhinec, mais rien ne permet d'affirmer que le vêtement appartient bien à cet enfant. Rien. La question qui obsède, c'est qui est cet enfant, probablement tué la nuit de Noël et qui n'aura pas vu débuter l'année 1936. Car n'oublions pas que nous sommes en 1936. Nos réflexes contemporains nous poussent à vouloir directement utiliser l'ADN, et même aujourd'hui des techniques d'ADN croisées qui pourraient nous permettre de retrouver un parent de la victime pour l'identifier. En 1936, rien de tout ça. Il va falloir faire un long travail d'enquête. Pour connaître l'identité de la victime, les équipes de police mettront donc 8 mois. Le lendemain à la morgue, l'heure est aux constatations. Personne ne s'est présenté pour demander si on avait trouvé un garçonnet. Le docteur Paul dresse un premier portrait. 1,03 m, cheveux châtains, yeux marrons, dans un bon état, base du nez relevée, signe particulier, petite excroissance de chair sur la joue droite, tout près de l'oreille. À l'extérieur, la presse s'est empressée de s'emparer de l'affaire et offre une piste aux curieux. Le Petit Journal du 3 janvier 1936 titre sa chronique « Faits divers ». Puisque personne n'a reconnu le petit mort de la Belle Épine, ne peut-on pas croire que ces assassins sont ceux qui avaient la charge de sa vie ? Voilà. Tout est dit ? En réalité, on ne sait pas qui il est. Alors trouver ses parents ou ses tuteurs reste une mission impossible. Pour l'heure, le docteur Paul voudrait au moins déterminer les circonstances exactes de sa mort. La piste de la pèlerine, au nom de Plouhinec, trouvée par le père Jarzalé, s'arrête net. Elle appartenait à un infirmier, auxiliaire à la salpêtrière. Il s'en servait de chiffon, l'avait oublié dans le coffre d'un collègue qui s'en servait pour protéger lui-même sa motocyclette et qui l'a perdue sur la nationale 186. L'infirmier est un homme aimable, 27 ans, et qui n'a pas d'enfant. Les enquêteurs n'ont pour ainsi dire aucune piste. Un mécanicien se présente alors devant la police pour raconter que la veille de la découverte, il est passé par la nationale 186 vers 3h du matin et qu'il a vu, à 500 mètres du croisement de la Belle Épine, une voiture arrêtée sur le bas-côté, tout feu éteint. Il a ralenti jusqu'à voir la marque de la voiture et un individu qui a voulu se dissimuler. Le mécanicien a continué sa route, après cette rencontre plutôt banale. Le même jour, les inspecteurs de la brigade spéciale dépêchés pour l'affaire de l'enfant nu recoupent avec une autre affaire, avec un procès-verbal dressé le 30 décembre 1935, 2 jours donc avant la découverte du corps, au commissariat de Choisy-le-Roi. À 19h30, un passant a apporté aux agents un manteau d'enfant, bleu marine à boutons dorés, plié et noué dans un cache-nez. La brigade spéciale constate que la taille concorde avec celle du petit mort, mais rien de plus. Avec l'accord de la gendarmerie et de la brigade des Sceaux, commandée par le capitaine Dorin, elle décide de diffuser largement une photo agrandie et les yeux ouverts du petit corps retrouvé dans le fossé. Les inspecteurs y joignent un signalement complet et diffusent le tout dans les établissements susceptibles d'accueillir des enfants. À partir de là, les enquêteurs n'attendent qu'une chose, qu'un voisin, un ami ou un professeur se demande un jour « Mais qu'est donc devenu le petit untel que l'on ne voit plus avec ses parents depuis la Noël ?» Les jours qui suivent, l'examen du corps mené par le docteur Charles Paul s'étoffe. Il révèle que l'enfant a été asphyxié et qu'il est mort d'une forte compression sur la tête, effectuée par un objet mou, comme un matelas ou un oreiller. Il ne présente pas de fracture du crâne, mais une disjonction. Le corps du garçon semble également avoir été étrangement plié, peut-être pour le transporter. Ce 3 janvier 1936, un homme va venir redonner des espoirs aux enquêteurs qui piétinent. Monsieur Ployer, un hôtelier, sa femme et ses locataires croient reconnaître l'enfant sur la photo. Il s'agirait du fils d'une femme qui a pris pension chez lui, il y a quelques mois, avec son ami et 2 autres de ses enfants. Il donne l'identité et l'adresse du ménage. L'ami de la femme en question a la réputation d'être un homme brutal, souvent embrumé par l'alcool. Les gendarmes se déplacent directement dans la Sarthe, tout près du Mans, et tambourinent chez le couple qui ouvre sans faire de problème. Vous avez de l'espoir, vous aussi, pas vrai ? Désolé de vous décevoir, mais les enquêteurs sont aussi déçus lorsqu'ils découvrent que le garçonnet que l'hôtelier a pris pour la victime de la Belle Épine est bien là et en vie.
Le même jour, des dizaines de personnes se présentent au commissariat et à l'Institut médico-légal. Un local a de bonnes raisons de penser que la victime est son fils, carrément enlevé par sa femme, de qui il est séparé depuis 2 ans. D'autres sont venus de plus loin, de Nogent, de Malakoff. Mais devant le rapport du docteur Paul, tous ont dû se rétracter. L'enfant auquel elle pensait n'a pas d'excroissance de chair près de l'oreille. Un couple, cependant, attire l'attention des enquêteurs. Ils sont très précis et expliquent avoir pris soin d'un enfant qui ressemble à celui de la photo, un été, alors qu'ils faisaient du camping à Soisy-sous-Étiole, sur les bords de Seine. Mis en présence du petit cadavre à la morgue, la femme raconte. Cet enfant a bien les traits de celui que nous avons vu à Soisy, et nos souvenirs sont d'autant plus nets que, pris de pitié pour ce gosse que nous considérions comme un exploité, il était malingre et affamé. Nous l'avons nourri pendant 2 jours. Elle donne des détails troublants sur le corps de l'enfant, comme le fait qu'il était toujours en culotte et pieds nus, que ses pieds étaient pleins de callosité, que ses jambes étaient plus foncées que le reste de son corps, malgré le fait qu'il l'ait nettoyé. Bingo, le petit cadavre de la belle Épine a les jambes plus foncées que le buste et les pieds abîmés. Au couple, il avait raconté qu'il venait du Nord, que sa mère était morte à Dunkerque. Dans la roulotte du camping, 2 hommes, et lui, l'enfant qui dort avec le chien, sous la voiture. Les 2 roulotiers ne sont pas retrouvés. Quand on n'a pas de piste, pas de suspect, pas même un début d'explication, à quoi les enquêteurs peuvent-ils bien se raccrocher ? Dans cette affaire, l'enfant nu de la belle Épine ressemble à tous les enfants disparus du pays. Les faux témoignages s'enchaînent et les pistes se recoupent pour terminer sur une impasse la plupart du temps. Pourtant, bientôt, début janvier 1937, la police aura bien un nom à se mettre sous la dent. La véritable identité pour ce petit garçon ? Peut-être. En 4 jours, 700 circulaires ont été distribués dans le pays. 300 personnes ont défilé devant le corps sans vie de l'enfant. On suit surtout la piste des nomades, des gens du voyage, installés près de Fresnes. En 1936, ce sont ceux qu'on ne connaît pas qui font peur et qu'on montre du doigt. 6 jours après la découverte du petit corps sur la nationale 186, cette piste est la plus solide que les enquêteurs ont eue jusqu'à présent. Ils ont même un nom, Henri Lévy. Parmi les badauds qui viennent visiter la dépouille du petit garçon, 4 ont une identité qui se recoupe. Ils en sont certains. L'enfant n'est autre qu'Henri Lévy, le fils d'un nomade du coin. Vous imaginez bien que les policiers s'accrochent directement à cette piste. Enfin, ils ont un nom, un élément tangible pour avancer dans l'enquête. Le seul élément. Dans le centre de la France, le capitaine Fromentin, qui a eu vent de l'affaire, se souvient qu'il connaît bien un Lévy, un acrobate mêlé il y a 1 an à une affaire de disparition d'enfants. Coïncidence ? Peut-être. En 1934, Jules Lévy vit avec une femme, Marie Liévy. Il faut suivre au niveau des noms. Ils se séparent alors qu'elle part avec un certain Joseph Coussantien, un autre nomade. La garde des enfants se fait à l'amiable, lui emmène les 2 grands et elle les plus petits, Henri et son frère Serge. Sauf qu'en août 1934, Marie Liévy est arrêtée pour vol et conduite à la maison d'arrêt de Fresnes. Quand l'information parvient à ses oreilles, Jules Lévy, le père, part chercher ses plus jeunes enfants chez Coussantien. L'autre n'est pas d'accord, il veut garder le cadet, Serge, et de toute manière, Henri n'est pas là. Il est en pension chez des gens du quartier Saint-Jean de la Ruelle à Orléans. Lorsque Jules Lévy, le père, se présente chez les époux Cassagran à la pension, ils sont méfiants. Après tout, ils ne le connaissent pas. Il a le même nom que le petit Henri Lévy, c'est vrai, mais ça ne leur suffit pas. Ils ne rendront l'enfant qu'à Coussantien ou alors ils le garderont pour eux. À l'époque, c'est le garde champêtre du coin qui gère ses affaires de famille, et quand Lévy lui montre le livret de famille pour revendiquer sa paternité sur le petit Henri, le couple se trouve bien obligé de lui rendre son fils. Il ne lui manque plus que son cadet, mais non, lorsqu'il revient chez son rival Coussantien, le gamin est introuvable. Apparemment, il aurait été emporté par François Liévy, le père de Marie, donc son ex-beau-père. Il porte plainte à la gendarmerie d'Orléans et on n'entendra donc plus son nom jusqu'à ce que le capitaine Fourmentin tente de recouper les pistes. Dans le doute, Fourmentin montre une photo du garçon de la belle Épine à ceux qui ont bien connu Henri Lévy, le couple Cassagran. Et ils sont formels, c'est lui. Il renouvelle même l'expérience avec la surveillante de la prison pour femmes de Fresnes, où Marie Liévy, la mère du petit Henri, a été emprisonnée. Encore une fois, c'est lui, aucun doute. Quai de la Râpée à Paris, on emmène ces témoins clés devant le corps de l'enfant directement et ils renouvellent leur certitude, c'est lui. Alors, une voiture de police les embarque à la caserne des Minimes où ils feront leur déposition.
Le petit mort, officieusement, s'appelle donc Henri Lévy. Il faudrait alors retrouver ce Jules Lévy, le père, car c'est sur lui que portent tous les soupçons. Nous sommes en 1936 et chaque nomade a une carte obligatoire qu'il doit faire tamponner à la gendarmerie de la ville où il s'installe. À chaque fois, on les suit à la trace, on les traque, on doit savoir où ils se terrent à chaque instant. Ce n'est pas l'URSS, mais en France aussi, le climat est plutôt à l'épuration qu'au rassemblement. On compte plus d'une dizaine de témoins qui ont connu Henri Lévy et qui, devant une photo ou même directement devant le corps de l'inconnu de la Belle Épine, affirment avec certitude que c'est bien le même enfant. Les enquêteurs retrouvent le père près d'Issy-les-Moulineaux et relèvent son passage à Avallon également aux alentours du 25 décembre, date à laquelle Henri Lévy aurait été tué. Alibi donc. Puis ils repèrent de sa trace et Jules Lévy se fond dans la nature. L'affaire piétine, c'est très agaçant. Les enquêteurs ont de plus en plus l'impression de suivre une piste qui n'aboutira peut-être jamais. Auxerre, le 7 janvier. Ça y est, enfin, ils remettent la main sur Jules Lévy en compagnie de son fils, Henri Gustave Lévy, 8 ans. Il n'est donc pas dans un fossé près de Fresnes. Et de la famille, il ne reste plus que Serge, 6 ans, qui manque à l'appel et dont son père n'a eu aucune nouvelle depuis ces 6 mois. L'un des grands frères Lévy, retrouvé chez une grand-mère, affirme après avoir vu sa photo que l'enfant de la Belle Épine est bien son propre frère, mais pas Henri, Serge. Comme pour tous les autres témoins, on l'emmène directement à la morgue constater. Et là, c'est le coup de théâtre. Il se rétracte. Le frère est formel, ce n'est pas Serge. C'est le premier qui dément ce que tous les autres témoins ont affirmé. À ce stade de l'enquête, cependant, la ressemblance physique entre les deux enfants semble si importante qu'elle laisse planer le doute. Le docteur Paul, le médecin légiste, n'avait-il pas d'ailleurs retenu l'hypothèse que le cadavre, avant d'être déposé sur le bord de la route, avait fait un long séjour sous une terre humide, ce qui expliquerait sa saponification ? Sans autre piste, Coussantien et Marie Lévy sont alors les suspects numéro 1 de l'affaire Lévy. Sans le savoir, les enquêteurs de Fresnes et alentours ont suivi la piste d'une disparition d'enfants, un cold case resté sans réponse durant de longues années, celle de Serge Lévy. Durant 10 jours, l'enquête n'a rien prouvé sur l'identité du garçon, qui demeure le cadavre numéro 7, l'inconnu de la Belle Épine. À partir de ce 10 janvier 1936 et à travers toute la France, plus de 10 000 romanichels, comme on les appelle alors, ont été interrogés et recensés par les gendarmes. Ils doivent s'enregistrer, prouver le nom de leurs enfants et leurs liens officiels. L'enquête qui a dévié durant 15 jours sur l'affaire du petit Serge Lévy, qui n'est pas du tout l'affaire de la Belle Épine, repart de zéro. L'examen du corps a révélé qu'il s'agissait tout de même vraisemblablement d'un enfant de nomade. Les callosités à ses pieds indiquent qu'il n'a jamais porté de chaussures. Il était également porteur de la teigne et ses jambes étaient d'une saleté ahurissante. Mais cet enfant, nous allons le voir, n'a jamais vécu dans la moindre roulotte. Il n'a bien sûr aucun rapport avec Serge Lévy. Il faut 8 mois aux enquêteurs pour lever enfin le voile sur l'identité du cadavre numéro 7. Il s'appelle en fait Maurice et a vu sa minuscule vie se terminer par une hémorragie crânienne, les côtes fracturées, abandonnées sur le bord de la route 186. De suite, la seule piste tangible semble être celle du père. Il n'est pas long à trouver, le père s'appelle Frédéric Moïse, c'est un garçon qui n'a pourtant pas la tête d'un tueur d'enfants, mais l'homme que les enquêteurs vont apprendre à découvrir est bien loin de les laisser indifférents. Commence alors un bras de fer tenace entre Moïse et les enquêteurs qu'il va emmêler toujours plus loin dans ses mensonges. Dans le magazine détective du 2 décembre 1937, on pouvait lire « Si abandonné, si privé qu'il soit des faveurs de la vie, un enfant n'est pas seul dans l'existence. Il ne peut disparaître sans qu'on ne le remarque, sans qu'on s'inquiète. » À ce stade, vous vous demandez sûrement qui a pu mettre les enquêteurs sur la bonne piste, 8 mois après la découverte du petit garçon.
Eh bien, comme souvent à l'époque, c'est une lettre, un témoignage, celui d'une femme. Encore un témoignage ? Oui, mais celui-ci a quelque chose de plus. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de l'enfant nu de la Belle Épine. Je ne peux reconnaître formellement mon enfant car je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Mais je constate cependant certaines particularités troublantes, notamment une verrue qu'il portait à l'oreille droite. L'excroissance sur l'oreille du gosse, vous vous souvenez ? Eh bien, quelqu'un l'a reconnu. La lettre est signée. Mais pas de faux espoir, lorsque les enquêteurs se rendent à l'adresse indiquée, la signataire a disparu. Ils se lancent alors à sa recherche car il s'agit là du seul témoin, le plus récent et le plus crédible depuis 10 mois. 10 très longs mois à traiter un drame familial qui n'a rien à voir avec l'affaire de la Belle Épine. La police la retrouve. Elle s'appelle Marie-Louise Thanot. C'est une bonne venue de Bretagne. Au service aujourd'hui d'un huissier parisien, c'est elle-même qui sort de sa poche une photo de l'enfant envoyée plusieurs années auparavant par sa nourrice. Pour bien comprendre cette affaire et le drame familial qui s'est noué dans la baie de Somme, pour terminer dans un fossé près de Fresnes, il faut remonter un peu dans le temps. Maurice Moïse, né Thanot, naît à Paris le 28 janvier 1931 à la maternité de la Pitié. Sa mère, Marie-Louise, est alors en relation, comme on disait à l'époque, avec un certain Frédéric Moïse. Comprenez là que les deux amoureux n'étaient pas mariés puisque Frédéric vivait en plus avec une autre femme, Marie Ottermann, qu'il devait épouser en 1934. Au terme de sa grossesse et complètement abandonnée sans ressources, Marie-Louise Thanot n'a pas d'autre choix que de placer son fils Maurice chez une nourrice. Les années qui suivent sont très difficiles pour la jeune femme, qui n'hésite pas à se priver pour pouvoir payer la pension de son garçon. En mai 1933, Maurice a 2 ans et n'a jamais vécu avec aucun de ses parents. Pourtant, Frédéric se réveille et reconnaît officiellement son fils. Il revoit même Marie-Louise Thanot, avec qui il a de brefs échanges, plus très amoureux donc. Quelques mois plus tard, Marie-Louise l'informe qu'elle va reprendre son fils avec elle, après un voyage en Tunisie qu'elle effectue avec ses parents. Ce sera pour le 15 juillet, dit-elle. Le 13 juillet, Frédéric Moïse débarque chez la nourrice, à Beauvreigne dans la Somme, et se fait remettre le petit Maurice, prétendant qu'il vient de la part de la mère. Dès lors, son existence est scellée. Maurice sera un petit martyr. À partir de juillet 1935, Maurice n'entendra plus jamais parler de sa mère, Marie-Louise. Entre-temps, Marie Ottermann est devenue Marie Moïse, et donc la belle-mère légitime du petit Maurice, qui côtoie également les 2 filles Ottermann, nées d'une précédente union. Dès ce mois de juillet 1935, déjà, Madame Landry, une femme chez qui la famille Moïse passe des vacances, s'émeut du manque de soins et des mauvais traitements qu'Ottermann inflige à Maurice. Elle racontera plus tard que la belle-mère martyrisait littéralement Maurice. Le père, lui, parle de renvoyer le gamin chez sa mère dès leur retour de vacances. Mais les vacances se terminent, la famille rentre à son domicile et il n'en fait rien. La marâtre continue ses sévices dans l'intimité de la famille. Dans la vie, les Moïse sont tous les 2 concierges, embauchés directement par la ville de Paris, notamment d'immeubles rue des Pyrénées, puis d'un autre immeuble avenue de Boutroux. Partout où Maurice passe, les locataires, les voisins remarquent son air triste, alors que son père le décrit comme un gamin indomptable. Certains constatent des blessures sur les jambes de l'enfant et des situations délirantes, comme la fois où la belle-mère lui retire les aliments de l'assiette pour les donner à ses propres filles. Ce gosse semble l'alter ego masculin de Cendrillon. Et puis soudain, un beau jour, Maurice disparaît. À ceux qui s'inquiètent de ne plus voir l'enfant, les parents répondent « Maurice a été méchant, il est à la cave ». Comme si c'était normal, comme si c'était acceptable aussi. Maurice, comme je vous l'ai dit, n'est jamais rentré chez sa mère. Dès le mois d'octobre 1935, n'ayant plus de nouvelles, elle se lance à sa recherche. Déterminé et à ses demandes répétées pour le voir, Frédéric Moïse lui répond que Maurice a été gravement malade, qu'il est à Nice et que si elle désire le voir, elle doit lui verser 600 francs, plus les frais de voyage. Bah tiens, un escroc en plus de ça. Mais désespérée, la mère accepte. Sauf que Frédéric Moïse ne vient pas au rendez-vous et elle continue de lui envoyer lettre sur lettre. La dernière date de janvier 1936 et revient elle aussi sans réponse.
Les lettres de la mère Marie-Louise finissent par être transmises à la police judiciaire dans le cadre d'une simple disparition d'enfant. Sauf que les enquêteurs, début 1936, sont déjà sur les dents. Pas assez pour ne pas se laisser embarquer dans l'affaire Serge Lévy qui les détourne de leur but, soit, mais quand même, ça prend du temps de recouper ces informations. Dès que le potentiel lien est établi et que Marie-Louise Tannot a parlé, on convoque Frédéric Moïse et sa femme, Marie Ottermann. On leur montre la photo du cadavre, la photo de Maurice que sa mère a fournie. Mais le père a préparé une explication. S'ils n'ont plus Maurice avec eux, c'est parce qu'il ne voulait pas le rendre à sa mère et qu'il l'a placé chez une nourrice espagnole, une nourrice qui l'a emmené à Oviedo en Espagne. Mais Ottermann aussi est interrogée et elle continue de répéter l'histoire de son mari comme une leçon qu'elle a très très bien apprise. Pourtant un soir, elle n'arrive plus à tenir le mensonge plus longtemps et elle craque. Elle avoue que le cadavre de la belle Épine est bien celui de Maurice, mais qu'il est mort d'un rhume en décembre, subitement. Elle explique « Nous avons eu peur en lisant les récits d'enfants martyrs qui chaque jour à cette époque remplissaient les journaux, qu'on nous accuse d'avoir maltraité l'enfant. On a dissimulé le corps pendant quelques jours et puis mon mari l'a emporté dans une boîte à jouets. » Pris à part, le père ne raconte pas du tout le même scénario. Lui évoque la date du 12 décembre et explique que Maurice est tombé dans les escaliers en descendant à la cave, qu'il est mort dans ses bras sans qu'il ne puisse rien faire et que sa femme était absente. Jusqu'au bout, Frédéric Moïse s'accroche à cette thèse de l'accident. S'il n'a pas déclaré la mort de Maurice, c'est à cause des journalistes, dit-il. Les parents indignes qu'il pointe du doigt à tout bout de champ, ça le révolte, lui. Il a directement eu peur d'être accusé. Peur d'être accusé, mais pas de plier son enfant de 5 ans dans un coffre à jouets, pas peur non plus de prendre le bus Porte d'Italie la nuit du Nouvel An, et pas peur de le déposer au bord d'une route. C'est presque bouclé. La culpabilité de Frédéric et de Marie-Moïse est évidente, mais les enquêteurs doivent démêler le vrai du faux, et le père surtout est un véritable mythomane. Après des jours d'interrogatoire, les enquêteurs ne savent plus à qui ils ont affaire en face d'eux. Frédéric Moïse commence par affirmer qu'il se fourvoie, qu'il est un grand homme, qu'il a même été matador sous le nom de Rodriguez Rodalito, au Mexique par le passé, puis au Pérou et en Espagne. Les arènes où il a combattu, il ne se souvient plus des noms. Ce qui est vrai, c'est que Moïse est un don Juan, de femmes d'âge mûr. Il les collectionne étrangement, ce qui vient étoffer un peu plus son dossier d'escroc. Mais les jours qui suivent, il leur parle aussi des millions de francs qu'il a de côté et de sa véritable épouse, une grande actrice italienne, très reconnue à Budapest. Il pointe du doigt le visage d'une femme dans un magazine dont il ne connaît même pas le nom de famille. La date du mariage, il ne se souvient plus non plus. Interrogée, elle dément, évidemment. Il se confond dans des explications, à dormir debout. Frédéric Moïse est un menteur et un escroc. Dès qu'il rencontre Marie Tannot en 1931, il ne veut pas s'engager et l'épouser. Elle est trop jeune, dit-il. Mais il lui demande quand même 250 francs par mois, alors qu'elle n'en touche que 300. Lorsqu'elle tombe enceinte et lui fait part de ses premiers symptômes, Moïse lui vend de la quinine, un antipaludique puissant, à prix d'or, pour faire passer ça, comme il dit. Mais comme ça ne suffit pas, ou qu'elle ne la prend pas, il la conduit dans un asile, où Marie accouche seule. Il lui extorque le peu qu'elle avait et l'a abandonnée dès qu'il a pu. Il n'a reconnu Maurice qu'en 1933 pour continuer de faire chanter la mère, Marie-Louise Tannot. Quelles que soient les preuves qu'on lui avance, Moïse répète « Je n'ai pas tué ». Le 6 décembre 1937 s'ouvre le procès en cour d'assises de Frédéric Moïse et de sa complice, Marie Ottermann. Il durera 3 jours. Du fond de sa cellule provisoire, Moïse a tout fait pour sauver sa femme et pour la dédouaner des faits qui lui étaient reprochés. Alors qu'il était inculpé et accusé d'homicide volontaire, son épouse comparait seulement pour mauvais traitement. Le portrait de Moïse est celui d'un homme indigne de ses fonctions, concierge d'immeubles toujours laissé à l'abandon, dégoûtant. Il a été déplacé à maintes reprises, mais jamais renvoyé. C'est un petit homme banal qui collectionnait les dames âgées, à l'exception de Marie-Louise Tannot, la bonne bretonne qui l'a séduite et engrossée en 1931. Alors que le président Delegorgue lui fait remarquer qu'il n'a reconnu son fils qu'en 1933, Moïse répond « Je voulais l'avoir près de moi, je l'aimais ce petit ». Frédéric Moïse est un comédien répugnant. La cour est atterrée par l'attitude hautaine de l'assassin d'enfants. Le juge le met alors face à ses propres mensonges, pas moins de 4 versions officielles. D'abord, Moïse a prétendu que le cadavre n'était pas celui de son fils. Puis il a expliqué que son fils avait été emmené par une nourrice en Espagne. Puis il a finalement concédé que le petit mort était Maurice, mais qu'il était mort d'un rhume.
Et finalement, qu'il était tombé par accident dans l'escalier de la cave à son propre domicile. Pourtant, le docteur Paul, le médecin légiste, s'exprime et rapporte bien sûr que Maurice est bien mort étouffé par un objet mou, comme un matelas ou un coussin. Son père ne reconnaîtra jamais son meurtre pur et simple. Et Marie Ottermann alors ? Elle abonde dans le sens de son mari, bien sûr. Elle n'était au courant de rien. Elle a été affolée quand elle a su que Maurice était mort. Mais après, il l'a emmenée, elle n'a rien demandé. La cour n'est même plus surprise de ses réponses vagues. Lorsque Moïse éclate en sanglots, piètre comédienne, elle l'imite. Tous les deux sont abjects, ont une attitude théâtrale et ridicule. Marie-Louise Tannot, la mère de Maurice, est présente à l'audience. Elle est effacée, fluette, blottie contre son avocate, Marie-Thérèse Trézet, qui se lève alors pour poser une seule question. « Monsieur Moïse, pourquoi n'avez-vous pas avisé la mère de la mort de son fils ?» Ce à quoi il répond « Je n'avais pas à l'aviser. » Voilà, la messe est dite. Le 9 décembre, dernier jour du procès, l'avocat général Falco fait son réquisitoire vigoureux, précis, implacable, se basant sur le rapport d'autopsie du docteur Charles Paul. Les jurés sont figés d'horreur en imaginant la lente agonie de 10 minutes sur un gamin de 5 ans. La tête serrée entre deux oreillers jusqu'à l'éclatement. À 18h, les jurés se retirent sur Moïse qui crie son innocence, mais personne n'est dupe. Le 9 décembre 1937, à 19h40, le verdict tombe, Frédéric Moïse est condamné à mort. Sa femme, Marie Ottermann, prend 5 ans de prison ferme et une amende de 2000 francs pour complicité. Les deux époux prennent la sentence avec une sérénité effrayante. Marie-Louise Tannot, en dédommagement de la mort de Maurice, obtient 1 franc symbolique, elle qui n'a rien demandé d'autre que la justice pour son fils. Le 1er mai 1938, Frédéric Moïse demande à entendre la messe et n'a de cesse de se lamenter durant l'office. Il refuse la cigarette rituelle, injurie le bourreau et tous ceux qui se trouvent aux alentours. Après s'être descendu plusieurs verres de rhum à la suite, il a tout le mal du monde à monter dans le fourgon qui l'emmène boulevard Arago. Arrivé sur place, il refuse de sortir du véhicule à moins d'avoir les yeux bandés. Maître Raymond Hubert arrache alors un morceau de la chemise de Moïse et lui enroule autour de la tête. Le père de Maurice n'est plus qu'une loque humaine braillant de terreur lorsqu'on le jette sous la guillotine. Qu'importe l'année, les affaires d'infanticide retournent l'estomac et l'opinion publique. Parce qu'un enfant est innocent de nature, impuissant face à la cruauté de certains adultes qui ont pourtant la plupart du temps la responsabilité de leur vie. Aujourd'hui, on ne jette plus les pères et les mères qui assassinent sous la guillotine, mais les enfants, eux, comme les petits Moïse et Lévi, tombent toujours sous les coups. Merci à tous d'avoir suivi cette première saison de Crimes oubliés et cette affaire de l'enfant nu de la Belle Épine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager d'ores et déjà autour de vous, aux amateurs d'histoire et de faits divers, et lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau crime oublié.